Des idées à déplier. Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à 2, 3 ou 4 voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femme ou en homme libre que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous sur toutes les catégories du vivant. Bonjour à tous, bonjour Michel, bonjour Christine. Bonjour. Ravie encore une fois qu'on se retrouve et peut-être vous le verrez d'une façon plus distendue que nous, mais nous c'est très concentré. Et c'est très agréable en fait et aussi de se voir comme ça de façon très quotidienne. Alors, du coup, on va faire cette fois-ci une petite vidéo de conclusion où Michel nous a proposé à Christine et à moi donc de parler un petit peu sur justement ces différents épisodes, qu'est-ce qu'on en tirait. Et donc, et là, c'est plutôt Michel qui va nous suivre. Enfin, on va voir comment ça va se dérouler. Donc moi, quand on en a parlé hier, je me suis dit, ouh là là, c'est terrible. J'aurais besoin de temps pour justement tout réécouter, tout laisser décanter, pour voilà prendre des notes et puis peut-être faire quelques recherches. Bref, j'avais quelques idées d'ailleurs. Et puis c'était pas possible parce que j'avais plein de choses à faire hier et assez peu de temps. Et voilà, donc c'était très frustrant au départ. Euh, et puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire, Michel, c'est tellement limpide ce qu'il dit, tellement juste, qu'est-ce que je peux ajouter? Bon, et bref, je raconte ça parce que justement, je me suis dit, finalement, de façon très simple, en fait, cette problématique du temps, il me semble qu'elle est assez importante. Michel en a parlé et j'avais envie de retisser un peu le fil de la problématique du temps, qui me semble assez singulière quand même vraiment de notre temps à nous. C'est-à-dire que c'est pas alors bon, j'ai pas une vision là comme Michel justement peut-être suffisamment holistique, mais il me semble, notamment Michel, quand tu parles des bénédictins, de tout ce processus d'essaimage qu'ils ont fait, il me semble que ça a pris quand même beaucoup de temps et qu'aujourd'hui ce temps-là, on l'a pas. Et puis j'ai repensé aussi. Alors, je pense qu'on pourrait prendre aussi l'exemple des communs au Moyen Âge. Et moi, je me souviens de cette introduction, là, de cette thèse sur les communs, où, pardon, j'ai oublié l'auteur, mais peut-être tu diras Michel, l'autrice plutôt, et qui parle pendant toute l'introduction des fêtes au Moyen Âge et du temps que les gens prennent à préparer, à imaginer les fêtes. C'est complètement considérable et c'est très important parce qu'on sait bien que la fête c'est un lien social très puissant. Et puis j'ai repensé évidemment à ce que tu nous as dit hier sur les stimuli extérieurs permanents qui sont oui un frein, une limite à ce qu'il y ait vraiment de grands, je le dirais comme ça, mais bon, de grands intellectuels aujourd'hui, que c'est très compliqué. Et effectivement, moi, je dirais que c'est quand même énormément dû, mais ça se rejoint justement à cette problématique du temps. Et je dirais la même chose pour les artistes, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, il est difficile qu'il y ait, de fait, intrinsèquement, de grands artistes, parce que pendant le Covid, j'ai fait un peu ce travail de me dire mais combien de temps je passe à faire des appels à projets, des dossiers, etc., tout un tas de trucs d'administration, de bref, nanana. Et j'en suis venue. Alors bon, c'est un peu, faudrait peut-être que je le fasse plus scientifiquement, mais moi je pense que je passe 95% de mon temps à ça. C'est-à-dire le temps de création, c'est 5%. Et encore. Donc bon. Voilà. Et je pense que c'est une problématique qu'on partage tous. Enfin, tout le monde partage ça. Et donc, il me semble que c'est important parce que justement,
dans la, c'est important d'un point de vue de la créativité, de la création, mais de la créativité qui me semble, il me semble que la créativité, c'est quelque chose d'intrinsèque à l'humain. Il me semble qu'on est dans un temps où en fait, peu d'humains, peu de gens sont créatifs. Et je crois que c'est énormément, et c'est étonnant en fait, c'est très étonnant. Mais il me semble que c'est énormément quand même lié à ça. Alors peut-être pas uniquement, mais quand même lié beaucoup à cette problématique du temps. Et donc, pour créer ce récit collectif, euh, cet imaginaire collectif qui est nécessaire dans le changement de paradigme pour justement retisser société, bah du coup, voilà, le temps, il est quand même aussi, il est racine ici. C'est-à-dire, voilà, on a besoin de temps pour justement qu'émerge et se crée cet imaginaire collectif, ou peu importe comment on l'appelle, mais ce liant qui permet l'émergence d'une autre forme d'organisation humaine. Et donc voilà. Et alors bon, je suis obligée de faire évidemment ce lien entre temps et monnaie. Et, euh, et donc voilà, moi j'émettrais l'hypothèse, c'est l'hypothèse de Prenez Place bien sûr, que à la racine de cette problématique du temps, bah il y a la question de la monnaie et du système monétaire, enfin le nôtre actuellement, qui d'ailleurs est universel, hein, qui est fondé, comme on le sait, sur la dette, donc c'est-à-dire le commerce du temps, et voilà, et que notre système monétaire, du coup, oui, ne permet pas de libérer du temps. Voilà, je pourrais continuer un peu plus sur la monnaie, mais en tout cas, oui, moi, voilà, la monnaie pour moi a ses racines dans tous les, même pas que la problématique du temps, dans pas mal de problèmes. Euh, et en plus, sachant que la monnaie est aussi un lien, enfin, en tout cas pourrait et l'a été longtemps un lien social très très puissant. Je vous laisse la parole. Michel, tu veux réagir? Oui, alors quand j'ai parlé du temps, j'ai donné une sorte d'évolution historique hein, des temporalités telles qu'elles étaient vécues. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas parlé vraiment du moment présent et je dirais, du présentisme en fait, hein, puisque en fait, il y a une sorte de collapse des temporalités aujourd'hui, euh, qui me semble quand même fort lié au régime néolibéral, c'est-à-dire une mise en compétition de chacun à tout moment. Donc tout ce que tu me racontes, c'est une précarité généralisée et c'est aussi le calcul. Hein. Donc, alors on n'a pas parlé de ça en fait, hein, les niveaux de conscience, l'évolution de la conscience humaine. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais une façon de regarder la réalité, c'est dire qu'il y a, enfin c'est comme ça qu'en tout cas que moi je le vois, c'est qu'il y a trois grands systèmes dynamiques qui interagissent, c'est-à-dire la nature et l'environnement, l'humanité en tant que société réagissant à son environnement. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est le troisième, c'est comment on voit tout ça. Puisque, puisque la réalité pour nous, c'est aussi comment on la construit. Alors je suis on appelle ça le réalisme ontologique, donc je crois qu'il y a une réalité en dehors de nous, ce que évidemment beaucoup de postmodernes n'y croient plus, et qu'on a un appareil donc qui fait une sorte de mélange, qui choisit dans cette réalité ce qu'elle va pouvoir prendre au sérieux. Et donc, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle John Gebser, qui a un livre qui s'appelle The Ever-Present Origin. Bon, j'imagine qu'il a été traduit en français, mais je ne suis pas certain. Qui était un historien de la culture suisse. Et donc, lui, il voit des grands systèmes de conscience qu'il appelle magiques, mythologiques, rationnels. Et donc, il dit, en fait, chaque fois, il y a une phase générative et une phase dégénérative. Donc, on est toujours dans le cycle. Hein. Et donc, pour lui, le calcul, c'est la phase dégénérative de la raison. Donc, aujourd'hui, on est dans le déclin de la raison.
Et en fait, on réagit par rapport à ça. Et un des grands dangers, évidemment, c'est de rejeter la raison. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le subjectivisme identitariste, c'est ça. C'est un rejet de la raison. La réalité, c'est ce que je ressens. Et donc, chacun devient soi-même l'arbitre subjectif de la réalité. Et ça, je crois, on ne peut pas faire société avec ça. Euh, Sa réponse à lui, que je crois correcte, c'est d'être intégratif, c'est-à-dire de reconnaître les temporalités et quelque part en faire un objet. Donc on devient d'une certaine façon plus maître du temps. Et, et dans ma vie, comme je suis sûr vous aussi, on est tous prisonniers du présentisme, de cette machine. Euh, une façon, par rapport au fait, justement, je crois qu'il y a une façon de voir. Donc, il y a ce fameux livre de Ladurie, je crois, Montaillou. Hein, et donc, en fait, au Moyen-Âge, les gens travaillaient 150 jours par an. Hein. Donc, il y avait les cycles naturels, les saisons. Euh, En hiver, on faisait pas grand-chose. Et puis, quand il fallait, autour des solstices, on travaillait énormément, mais puis il y avait les fêtes. Donc il y avait le dimanche, il y avait le lundi, le jour de la famille, il y avait les décès, des naissances, des mariages locaux, puis il y avait tous les festivals collectifs de l'Église. Et tout ça a changé avec le capitalisme et la machine, puisque là où, malgré tous les problèmes qu'il y avait aussi dans ce type de société, mais quand même on vivait d'une façon naturelle et organique avec les saisons autour de l'agriculture. L'ouvrier, lui, il est esclave de sa machine. La machine, elle tourne 24 heures sur 24. Mais encore là, on avait le moyen de s'en détacher. Donc, en fait, le divertissement est né avec le capitalisme, puisqu'il y avait, on est esclave de la machine, et donc il faut se libérer de cet esclavage, et alors on a le temps pour soi. Et donc, on a inventé, d'ailleurs, ça vient aussi du mouvement ouvrier, 8-8-8, 8 heures du travail, 8 heures de liberté et 8 heures de sommeil. C'était l'idéal des anarchistes en Espagne dans les années 30. Et c'est ça qui a aussi inspiré les demandes pour la semaine des 40 heures, etc. Et moi, je crois que là, on est arrivé à une deuxième colonisation qui est la colonisation du cerveau. Donc là où dans le machinisme, c'est le corps qui est sollicité et on peut en fait, puisqu'on fait toujours le même geste, on peut se détacher de certaine façon, on peut être schizophrène. On peut plus être schizophrène. Moi quand j'étais jeune, j'ai dû travailler pour payer mes études. Donc j'étais dans des milieux ouvriers. Il y avait un sabotage industriel extraordinaire. Hein. On oublie ça aujourd'hui, mais les gens faisaient tout pour tricher et pas travailler. Et il y avait une police dans les grandes. Enfin, c'était extraordinaire cette mentalité qui a pu encore avoir dans les années 60 et 70. On peut plus. Une fois qu'on est dans le travail cognitif, on ne peut pas se saboter soi-même. Donc, on est obligé d'être engagé dans le travail, même si c'est un travail aliénant. Et donc, on est d'une certaine façon, à mon avis, dans une hyper-aliénation. Et alors, le pouvoir du calcul, hein, c'est ce qu'on a. Donc, aujourd'hui, en général, les profs, ils vont te dire aussi, 3/4 du temps, ils font des rapports. Et moi, je suis dans la même situation. Très longtemps, oui, il faut de l'argent, il faut faire des projets, il faut écrire et voilà, et tout ça, on n'aime pas. Alors, je sais pas la solution, en tout cas, au niveau individuel, on peut d'une certaine façon se libérer du temps, hein, en étant conscient de tout ça, on peut commencer à se protéger. Moi, en tout cas, je le fais, donc je commence ma journée avec la lecture. Donc, je me mets en marche très lentement et donc j'évite le stress de cette façon-là. Mais ça, évidemment, c'est pas une solution sociétale, c'est une solution personnelle. Et donc, on a tout un travail civilisationnel à faire, à recréer une société qui est en équilibre. Et alors là, je crois qu'il y a, je vais finir, hein, Christine. Donc, il y a un mouvement qui s'appelle accélérationniste
qui a une gauche et une droite, et qui dit allez, allons-y, il faut aller en avant, on va utiliser l'intelligence artificielle et tout ça va nous aider à gérer tout ça et on va traverser ce moment-là. Ou bien on dit mais non, on doit freiner. En fait, on doit rechercher un équilibre. Et moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que je rêve un peu d'une forme d'éducation où vraiment on revient en arrière, c'est-à-dire on s'enracine d'abord dans la terre. Donc, dans les écoles, on fait de l'agriculture, même si c'est 2 heures par jour. Puis on voit dans l'artisanat, dans le fer, donc on est dans l'industriel d'une certaine façon, et puis on va dans le cognitif, et il faut faire les trois. Euh, et là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on saute tout de suite dans le cognitif, et on a tout coupé. Et je vais quand même vous raconter cette analyse de David Chapman, que je crois tout à fait. Donc, il a un site qui s'appelle meaningless.com. Et je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je vais expliquer très vite. Donc, lui, il dit, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Donc, les premiers postmodernes, ils savaient de quoi ils parlaient. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient eu une éducation classique. Je parle de Derrida, Foucault, et qui, à partir de ça, donnaient une critique de la modernité. Et ça me paraît tout à fait justifié, et même une étape nécessaire. Donc, une certaine déconstruction qui fait partie de la conscientisation de ce qu'on vit, de notre passé, etc. Par contre, ce qu'on a fait après, c'est en détruisant l'éducation classique, donc on a créé des jeunes qui n'ont plus de racines. Et donc, ils vont aller à l'université, on va les déconstruire, mais il n'y a rien à déconstruire. Et donc, en fait, notre société, elle est coincée parce qu'on ne passe plus par le rationnel, on est dans le pré-rationnel, et on va dans la déconstruction. Et donc, c'est ça qui se passe dans l'université aujourd'hui, surtout dans les sciences sociales et humaines, c'est qu'on tourne en rond. Et donc, en fait, l'évolution, elle est bloquée à cause de ça. Alors, David Chapman, lui, dit, donc on doit passer pour un moment vers les disciplines scientifiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont le rationnel. Par contre, ils sont trop mécanistes, et donc on doit ouvrir ces mentalités, parce que le pont, il peut pas s'effondrer, le gratte-ciel, il peut pas s'effondrer, donc il y a une rationalité obligée dans ce type d'éducation, mais on peut élargir la conscience de ce côté-là. Et moi, ça me parle, cette stratégie. Et entre autres, pour ça que moi, je travaille avec les mondes crypto, parce que ce sont des ingénieurs. Donc, c'est quand même des mondes où il y a une rationalité inhérente. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ils sont assez mécanistes dans leur approche. Donc, il n'y a qu'une économie qui existe, c'est le néoclassique. Et en plus, ils ont cette mentalité d'ingénieur, donc ils sont dans le solutionnisme. Mais par contre, sur cette base-là, on peut l'élargir et on peut créer une mentalité plus intégrative, holistique, etc. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais laisser Christine réagir et je vais boire un coup. Merci. Alors, c'est bien parce que j'avais quelques idées. Maintenant, j'en ai 48. Alors, j'ai essayé de rassembler tout ça. Sur le dernier point, on en avait déjà discuté, je ne sais plus quand, mais on en avait déjà discuté tous les deux. Pour moi, c'est effectivement l'ombre de l'horizontalisation qu'il y a eu avec Internet et le numérique. Donc, le formidable de l'horizontalisation, c'est de sortir du pyramidal. Ça, c'est formidable. Donc, tout le monde a accès à la connaissance, à l'information, tout le monde peut produire. Super. Sauf que, comme tu le dis, les premiers avaient des bases et les suivants, par une réaction émotionnelle et une rébellion, je dirais, adolescente, ont voulu se départir de tous les autres, les anciens actuels ou les anciens passés. Donc, en se disant, nous, on est meilleurs que les autres et on va balayer tout ça. Résultat, ça donne effectivement un grappillage, une espèce voilà, chacun fait sa sauce avec sans racine. Donc, on va le trouver au niveau thérapeutique, développement personnel, analyse de la société, enfin dans tous les domaines.
Et donc, ça fait des chamans en 2 week-ends, bref, voilà. Et donc, ça détruit ce qui s'est forgé, que ce soit par l'expérience ou par la pensée ou l'ensemble, ce qui s'est forgé pendant des années. Alors, personnellement, je trouve que c'est une progression de dire, est-ce qu'on va continuer à s'émanciper en devenant le disciple d'un maître pendant 30 ans? Donc, avec mon chapeau de j'ai failli être psychanalyste ou mon chapeau d'autre chose, je dis, je suis contente qu'on se soit départi de ça, à condition de faire tout le travail de déconstruction dans la maturité et la connaissance. Donc, on peut déconstruire quelque chose de façon mature si on le connaît. Bon, en ce qui me concerne, j'ai fait je ne sais pas combien d'années de psychothérapie, de psychanalyse. Donc, je veux dire, j'ai des années de base qui me permettent de comparer des trucs et de pouvoir dire, je trouve que ça, c'est adapté ou pas adapté. Mais celui qui arrive avec ses 2 week-ends de chaman, là, et qui connaît rien aux personnalités, qui connaît rien à des tas d'autres choses, il balaye sans connaître. Donc, il est complètement sans racines et par conséquent, c'est dangereux. Bon, je referme cette parenthèse, mais pour moi, en effet, il y a quelque chose avec, à un moment, c'était tout vertical, pyramidal. Après, c'est passé tout horizontal avec ses ombres et ses lumières et on est dans la phase, sur tous les sujets qu'on a traités jusqu'ici, sur la phase tierce. C'est-à-dire qu'il faut inventer un machin au-delà de l'opposition. Donc ça me conduit à autre chose que tu as partagé. Vous avez parlé tous les deux de temps et de présentisme, c'est-à-dire en fait être prisonnier de l'immédiateté, ce qui n'a rien à voir avec être profondément présent à la présence de l'instant. Ça n'a rien à voir. Donc les deux mots sont les mêmes, présent, mais on ne parle pas de la même chose. Dans le présentisme, on est dans l'agitation du hamster là, qui se fait bouffer par le rythme extérieur. Et dans le présent, on pousse cette accélération et on décide d'être ici et maintenant, c'est-à-dire là, tous les trois, ensemble, vraiment à la résonance de ce qui est. Et ça va nous connecter complètement différemment. C'est-à-dire que quand on est dans cette agitation du présentisme, si je reprends les mots employés, on n'est jamais à l'intérieur de soi, on est bouffé par les stimuli extérieurs. On ne s'appartient plus, on ne sait même plus qui on est. D'où les burn-out, d'où les fatigues, etc. Puisqu'on est mouliné par une vitesse numérique qui évidemment nous dépasse. Nous ne sommes pas faits numériquement. Donc d'où la voie du transhumanisme ou autre chose. Et donc, la clarté sur de quoi on parle, est-ce que je suis agi par un rythme extérieur ou est-ce que je me réapproprie mon rythme à moi? Et par conséquent, ça va aller toucher à d'autres lois. Et c'est pas pour rien que nous avons une ouverture majeure sur la physique quantique, parce que c'est le référentiel dont on a besoin pour expliquer ce qu'on vit aujourd'hui. Et par exemple, à partir du moment où on est dans la présence, on va se retrouver dans le flow. C'est-à-dire qu'on va compenser le fait que nous ne pouvons pas être dans un rythme numérique qui absorbe toutes les informations, qui sait les traiter, qui sait analyser. Ça, c'est pour la machine, ça. Ça, c'est pas pour nous. En revanche, quand on est dans la présence, on est dans un certain alignement tertiel et là, on rencontre un truc que chacun s'amusera à caractériser comme il veut, mais on se rend compte qu'on est pris dans un flow qui est une capacité à recevoir ce que Jung appelait les synchronicités. C'est-à-dire que dans cet alignement ciel-terre, on va recevoir des informations qui sont à chaque fois pile poil ce dont on avait besoin. Et donc, c'est comme comme le petit poussé, quoi. On fait des sauts comme ça, des sauts quantiques, par la pensée, par l'action, qui compensent l'accélération numérique que nous n'avons pas. Donc ça, c'était ce que ça m'évoquait aussi. Et ça m'amène au troisième point qui était celui que je voulais développer grâce à vous, et grâce à toi, Michel, et qui est du coup connecté. Ce que tu nous as offert, Michel, dans ton dernier entretien, où tu lui parlais de ta racine familiale, de ta racine d'histoire personnelle qui t'a conduit à faire les recherches que tu fais, effectivement, la différence fondamentale, c'est l'incarnation. On va pas traiter le même sujet si on est qu'ici théoriquement ou si on l'a vécu dans ses tripes. Et je vous partageais en off aussi la révélation que j'ai eue quand j'avais écouté Edgar Morin raconter son histoire pour expliquer sa pensée. Et c'est parce qu'il a rencontré la mort dès le départ de sa vie que sa première œuvre, c'est L'homme et la mort.
Et en faisant ce travail, ça l'a amené à la pluridisciplinarité et la complexité dont il a été ensuite un des maîtres à penser. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment, dans ce moment précis de complexité du monde, ceux qui vont arriver à en avoir une vision globale sont souvent des gens qui l'ont incarné d'abord. Et donc, ça nous a conduit à énoncer tout à l'heure la chose suivante, c'est que quand tu pars de cette histoire personnelle et que tu la fais rayonner avec la peer-to-peer, etc., eh bien, il y a quelque chose de toi que tu as pu nommer tout à l'heure l'hyper-empathie, qui pendant longtemps a été décriée par le mode rationnel dégradé, c'est-à-dire plus cette rationalité flamboyante des débuts, mais une rationalité qui s'est coupée, parce que les premiers, ils étaient quand même métaphysiciens, enfin, je veux dire, ils étaient globaux quand même, les premiers rationalistes de fin de la Renaissance et des Lumières, et depuis, c'est sec. Et en fait, ce que tu introduis en disant ça, et je pense qu'Edgar Morin, à sa manière, c'est la même chose, et donc Emmanuel, a fortiori en étant artiste, nous nous rendons compte qu'une hyper-empathie, non, n'est pas, comme on nous l'a dit, un handicap, mais une force. C'est-à-dire qu'on va embrasser quelque chose de bien plus large que nous-mêmes. Après, toute l'éducation à trouver intérieure, tout l'apprentissage, c'est comment on compose avec ça. J'ai une information qui vient de l'extérieur, qui vibre en moi, comment est-ce qu'on met les barrières, etc., etc. Bon, on va pas faire un cours de dev perso là ici, mais la question qui m'intéressait, c'était de dire, grâce à ton témoignage, tu as pointé cette incarnation de l'histoire personnelle et ce talent que l'hyper-empathie apporte, puisqu'il va nous amener à une incorporation de notre propos. Je pense à Emmanuel avec toute la facette artistique, par exemple, et on voit se mêler des domaines qui auparavant étaient séparés, et je pense qu'on ne peut appréhender aujourd'hui pour co-construire demain que si on a d'une part cette appréhension macro et d'autre part cet alignement qui va nous conduire à une éthique, ce dont on a déjà parlé. Voilà ce que vos réflexions m'ont amené à partager. Oui, merci. Alors, je ne sais pas si j'ai une réaction particulière à donner, mais peut-être une réflexion justement sur... moi, ce qui m'a beaucoup influencé à un certain moment, c'était l'idée de circle of care. Alors, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais... Les cercles de soins, les cercles de parole, de soins, de prendre soin. Oui, en fait, donc une des différences entre la gauche et la droite historiquement, c'est avec qui on est solidaire. Et j'exagère un peu, mais il y a une sorte de polarité entre je suis solidaire avec les miens, mais je mets une frontière, et au-delà, ça ne me concerne pas. Et une autre polarité qui est je suis tellement en solidarité avec l'humanité en abstrait que j'ai pas le temps pour les gens qui sont autour de moi. Et donc il y a deux exagérations à faire, potentielles. Et je vous ai juste raconté une anecdote. Donc c'est un monsieur assez conservateur qui vit à Rome, mais il fait une tournée. Et donc il rencontre quelqu'un qui fait des avions portables. Je savais même pas que ça existait. Et donc, lui, qui était plutôt conservateur, donc il était fort touché par le fait que cette personne n'arrivait pas à survivre avec le Covid. Donc, son entreprise était en train de capoter. Et puis, avec lui, il y avait une femme de gauche qui montrait aucune émotion par rapport à ça, mais qui allait manifester pour les migrants. Et qui lui avait demandé de le conduire à cette manifestation. Et je trouvais ça assez typique pour deux positions qu'on retrouve dans la société. Et voilà. Et là, je crains personnellement qu'on est plutôt dans une régression pour le moment. C'est-à-dire, on doit aller vers la planétarisation. Mais comme on a une élite qui, à mon avis, manque de légitimité, qui est à la fin d'un cycle en fait. Donc du coup, la réaction elle est plutôt
régressive pour le moment. Et donc, je crois qu'on va devoir y passer, c'est-à-dire vraiment regarder autour de soi où sont les solidarités, mais prendre ça en fait pour après donc avoir un nouveau souffle planétaire. Et en fait, le cosmolocalisme, c'est ça. Hein. Donc l'idée du cosmolocalisme, c'est en fait une sorte d'intégration des deux polarités. Parce que le grand problème aujourd'hui, au niveau des cycles, c'est qu'on peut plus se permettre ce cycle. C'est le paradoxe. Donc le cycle d'extraction, d'exhaustion du sol et puis on s'effondre et puis on va ailleurs. Une fois qu'on est au niveau mondial, on peut plus parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller. Et donc la grande question de la civilisation à venir, ça va être ça, c'est-à-dire comment sortir d'une certaine façon de ce déterminisme cyclique, mais en même temps, on est quand même des êtres qui ont besoin d'une transcendance et d'un dynamisme. Et donc, question, où va être le dynamisme dans une société qui peut plus aller dans l'exagération extractive au niveau planétaire. Et je crois que tout le problème est là et toutes les questions qu'on doit se poser est là. Et donc, pour peut-être encore dire une chose au niveau du temps, donc il y a une explosion aujourd'hui de maladies mentales, hein, de problèmes mentaux chez les enfants. Donc hier, j'écoutais un documentaire sur les problèmes dans les écoles américaines. Et donc tous les profs disent là où avant il y avait quelques enfants difficiles, aujourd'hui c'est la classe qui est difficile. Donc il n'y a que quelques enfants qui ont la discipline et la patience de vouloir apprendre et la plupart de leurs élèves sont ingérables. Et donc il y a vraiment, on voit qu'on est quand même qu'on est dans un fin de cycle et donc voilà, toute cette problématique sociétale, on est en plein dedans. Et donc pour moi, c'est en partie donc expérimenter avec des formes de germes qui vont nous permettre de recréer des institutions qui vont permettre de mieux s'organiser et de se projeter dans le futur, puisque le problème, on est quand même des êtres narratifs. Et si on ne peut pas se projeter dans le futur, on est fondamentalement malheureux. Et donc on est des êtres, on vit dans des fictions en partie. Hein. On peut pas faire autrement. Mais ce doit être des fictions qui sont assez réalistes en même temps pour pouvoir pour vivre sans détruire la planète. Avant de passer la parole à Emmanuel pour tout ce que tu pourras avoir envie de dire, ça m'amène juste un petit sujet sur le fait qu'à mon avis, on loupe une marche au niveau de l'imaginaire. J'ai déjà dû le partager, je crois. C'est qu'on veut aller trop vite à un imaginaire réaliste. Et on se prive de la germination d'une imagination qui serait un peu comme les fêtes du Moyen-Âge dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire vraiment sortir du cadre. C'est-à-dire qu'il faut, pour moi, absolument réinventer des choses, mais une étape avant qu'elles soient concrètes. Et là, tous ceux qui sont sur l'imaginaire veulent tout de suite produire des imaginaires réalistes qui vont nous forger demain. Et à mon avis, c'est une grossière erreur. Il faut s'autoriser une création sans objet, au sens de on verra bien ce qui va en sortir. Il faut vraiment faire de la permaculture d'imagination. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme tas de niches, et peut-être que le truc complètement débile au fin fond du jardin imaginaire, là, qui n'a rien à voir avec le schmilblick, pourrait éventuellement donner de jolis fruits. Et là encore, dans ce domaine-là, je vois que tout le monde se copie et fait encore la même chose. Donc, c'est dommage. Je me dis, on loupe encore une possibilité parce que tout le monde et vous parliez de dossiers, les financements vont dans ce sens-là. Vite, faites-nous des imaginaires bien, voilà, qui vont nous permettre d'avancer et de savoir demain. Bon, j'arrête, sinon Emmanuel, il va lui falloir 48 quarts d'heure pour arriver à tout embrasser.
Merci Christine. Bon, du coup, j'avais pas prévu du tout de dire ça, mais puisque tu parles de ça, évidemment, évidemment, j'ai envie de dire quelque chose là-dessus, sur cette question de la construction ou de l'émergence des imaginaires, d'autres imaginaires. Alors, oui, je dirais que ça, c'est vraiment enfin, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, que j'observe à différents endroits, à la fois que ça soit chez les étudiants en art, par exemple, ou que ça soit chez les enfants, même les enfants assez jeunes, bon, chez les adultes aussi, hein, mais il y a ce manque, euh, ce manque de créativité réellement. Enfin, c'est-à-dire cette incapacité d'inventer vraiment du neuf. Et ça me paraît vraiment questionnant, quoi, parce qu'encore une fois, moi, je pense que cette créativité, elle est intrinsèque à l'humain. Et je crois qu'on est réellement dans un moment singulier par rapport à ça. Alors, par exemple, si je prends l'exemple des étudiants en art, là, je rejoins ce que disait Michel tout à l'heure. Bon, depuis l'invention de l'université d'art plastique, par exemple, qui s'est construite en rupture avec les beaux-arts, c'est-à-dire les beaux-arts, quelque chose de pyramidal, voilà, avec un enseignement qui se transmet de maître à élève, etc., avec de la copie, avec bref. Et du coup, tac, donc on veut rompre avec ça et on crée l'université d'art plastique pour justement être plus dans un art conceptuel, pour être plus dans la déconstruction, voilà. Et du coup, effectivement, au début, ça marche plutôt bien parce que du coup, il y a une construction. Ceux qui enseignent ont une construction, ont ce qu'on appelait les humanités avant. Il y a une construction donc pluri-transdisciplinaire. Donc, ils peuvent effectivement déconstruire quelque chose parce qu'il y a encore ces racines-là. Et puis, et même chez les étudiants également. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, Michel l'a dit, et c'est ce qu'on constate véritablement en art, c'est que du coup, comme on leur donne pas ces humanités et ces racines, du coup, ils déconstruisent rien du tout. Et effectivement, ça tourne. Et en même temps, ça les empêche aussi d'inventer véritablement. C'est-à-dire qu'ils vont recycler des choses qu'ils ne maîtrisent pas très bien, mais qu'ils vont essayer de copier ou d'être dans une forme de vague réappropriation, mais qui est pas non plus un processus de réappropriation. Voilà. Donc oui, ça c'est problématique. Pardon, je fais une parenthèse, mais parce que j'avais envie quand même de réagir à ça. Et donc moi je le vois aussi chez les enfants en primaire, hein, quand j'enseigne en primaire. Je pourrais développer plus, mais ça serait long. Mais du coup, sur les enfants justement en primaire et le manque d'attention et les classes qui, effectivement, moi ça je l'expérimente, hein, en particulier en Seine-Saint-Denis peut-être. Mais je dirais quelque chose sur la Seine-Saint-Denis qui apparemment, d'après ce que je comprends, est vraiment un endroit très particulier, en tout cas en France, d'enseignement, parce qu'à la fois il est plus créatif, parce que comme il y a plus de problèmes, effectivement, ça génère que les profs se posent plus de questions, qu'on a une formation qui est, à mon avis, plus qualitative qu'ailleurs, mais qui est quand même, alors même s'il y a des inventions, c'est vrai, vraiment, mais d'un point de vue pédagogique, mais ça manque quand même d'un ancrage, ça c'est sûr. Et sur les enfants, oui, voilà, la totalité des enfants sont des enfants en difficulté. Alors qu'avant, effectivement, on en avait un ou deux, voilà. Mais je crois qu'il faut pas minimiser non plus quelque chose qui est important, que peu de gens voient à part quand on expérimente, c'est qu'effectivement, il y a un problème d'attention dû à plein de choses, comme on sait, probablement les écrans, probablement ces absences d'ancrage, etc. Mais qui est aussi dû au fait qu'en face, vraiment d'un truc très simple, c'est qu'en face d'eux, ils ont un enseignant et que cet enseignant avant, bon, mes grands-parents étaient profs, donc voilà, c'est cet enseignant, il
il y avait beaucoup d'élèves avant qui rêvaient de devenir enseignants. Donc, c'est très simple, il y avait justement un imaginaire, une projection d'imaginaire par rapport à ça, et donc tout ce qui va avec, en fait, c'est-à-dire une forme de respect, etc., etc. Et ça, aujourd'hui, aucun élève ne rêve de devenir enseignant, aucun. Et donc, du coup, ça coupe complètement ce lien, en fait, et ce lien qui était assez puissant. Et ça, c'est quand même, je vais le dire très brutalement, mais ça, c'est dû, en fait, à l'argent, tout simplement, en fait, tout simplement. Et donc, je dis pas qu'il y a que ça, hein, pas du tout, mais ça, c'est un facteur très important. C'est-à-dire les élèves ne veulent pas devenir enseignants, alors parce que le rôle de l'enseignant voilà, a aujourd'hui peu d'importance sociétale, et voilà, le statut même d'enseignant est pas reconnu dans la société aujourd'hui. Mais il n'est pas reconnu dans une société où l'argent, le calcul est devenu valeur des valeurs, aussi parce que l'enseignant est mal payé, tout simplement. Et ça crée effectivement, très brutalement, hein, mais ça crée effectivement quelque chose dans le rapport prof-élève qui est pas bon, quoi. Et je voudrais terminer juste sur aussi sur le fait, sur le rapport à la technologie, et en particulier sur le rapport du travail à la robotique. Je fais un grand écart, mais parce que moi, ça fait un moment et aussi le rapport art sciences, parce que ça fait un moment donc que je travaille avec des chercheurs donc de sciences dites dures, donc technologie, et puis parfois d'autres sciences comme les mathématiques ou la physique. Et donc dans un rapport art-sciences. Donc effectivement, comme le disait Michel, moi, ce rapport art-sciences me paraît assez fondamental dans ce fait d'imbriquer et de tisser choses, tisser ensemble des choses qui sont de l'ordre justement d'un pragmatisme et des choses qui vont être de l'ordre de l'imaginaire. Bon là, du coup, on a vraiment les deux les deux bouts, et du coup, c'est très intéressant effectivement ce rapport-là, pour, à mon avis, retisser quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que donc comme je travaille beaucoup avec des chercheurs en intelligence artificielle, et en particulier en intelligence artificielle incarnée ou incorporée dans ces corps mécaniques que sont les robots, je sais plus ce que je voulais dire, mais dans le rapport au travail, on aurait pu, la robotisation, l'automatisation pourrait être une libération du temps incroyable, en fait, vraiment incroyable. Et on a choisi, et ça pourrait vraiment être un outil au service de l'humain qui serait extraordinaire. Je dis vraiment de façon très simple, peut-être, mais on a choisi exactement le chemin inverse, en fait, c'est-à-dire de faire en sorte que du coup, au contraire, ça crée une sorte d'étalon de productivité, et que du coup l'humain soit en concurrence avec cet étalon de productivité que peuvent faire les machines. Et du coup, on a choisi tout l'inverse. Alors que non, on pourrait vraiment, que ça soit d'ailleurs l'intelligence artificielle ou évidemment les robots, ça pourrait être magnifique et nous libérer un temps justement de construction, d'ancrage, un temps de réflexion. Enfin bref, voilà, un truc magnifique, quoi. Voilà, j'arrête là. Oui, enfin, je vais peut-être pas beaucoup réagir. Moi, je crois quand même qu'un des problèmes qui reste, c'est le problème du surplus. Hein, donc, on crée un surplus avec l'agriculture qui permet l'industrie. On crée un surplus avec l'industrie qui permet le cognitif. Et maintenant, on est en train de rationaliser le cognitif avec l'intelligence artificielle. Et la question est du jour, qu'est-ce qu'on fait avec le surplus? Et donc, on pourrait utiliser le surplus pour libérer, ou on peut l'utiliser pour renforcer une élite. Et à mon avis, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que à partir des années 70, donc on a fait une session sur une sorte d'histoire raccourcie après la Deuxième Guerre mondiale. Donc le lien entre productivité et travail, il s'est coupé dans les années 80.
Donc, c'est-à-dire, on a continué à augmenter la productivité, mais le surplus, il va uniquement vers le financier. Et c'est exactement pareil avec l'intelligence artificielle. Donc, on crée un surplus, mais qui n'est pas utilisé pour le bien commun. Alors, ça me paraît vraiment important et en même temps, ça nécessiterait d'être couplé avec une vraie réflexion existentielle. Puisque tu le dis en termes de surplus, tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a un surplus qui nous libère du temps. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est qu'on a créé des divertissements complètement creux qui nourrissent toutes les applications, qui nourrissent de l'argent. Enfin bref. Donc, on utilise, comme le disait Patrick Lelay de TF1, on utilise l'espace disponible de la tête des gens pour qu'ils achètent Coca-Cola, McDo ou autre chose. Enfin, ça, c'est ce qu'il disait à l'époque. Bref. Mais pour moi, il y a cette question, et elle est fort juste que tu dis sur le surplus. Donc ça, c'est ta pensée, je dirais, au niveau économique, échange, politique et autres. Mais il y a une question existentielle qui est à quoi sert l'être humain? C'est-à-dire, est-ce que l'être humain n'est fait que pour travailler ou pas? J'ai pas de réponse. Je dis juste que ça nécessite cette question-là, puisque on le voit d'un être humain quand il décline, c'est-à-dire c'est la grande question de la retraite et du vieillissement. Les gens se disent, mais à quoi je sers? Donc ça voudrait dire qu'un être humain, il vient sur Terre pour servir. C'est pas pareil d'être au service que d'être utile. C'est pas la même chose. Donc voilà, je vais pas apporter des éléments de réponse, j'apporte juste des éléments de questionnement. Je pense qu'il y a d'un côté ce que tu dis en termes économiques, de réfléchir au surplus, qui en fait quoi pour faire quoi, et une question existentielle, à quoi sert l'être humain individuellement et collectivement? Et si on nourrit pas des réflexions à ces endroits-là, on va laisser ceux qui se saisissent de ces espaces disponibles pour les mercantiliser et nourrir le système dans sa dérive actuelle. Pardon Michel, j'aimerais juste dire une toute petite chose là-dessus, mais très rapidement. Sur travail, mais vraiment je déplie pas, mais sur travail, il me semble que je dis une chose sur l'étymologie. Parce qu'il y a une fable étymologique qui me semble dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde pense que le mot travail vient donc d'un mot latin qui est tripalium. Et donc, du coup, et c'est vraiment une étymologie communément admise de tout le monde. Donc, tripalium, qui est un instrument de torture. Rattachons donc le joug des bœufs. Voilà. À Rome, Et ouais. donc, rattachant du coup le travail à la souffrance et même à la souffrance ultime qui est la torture. Et il se trouve que du coup moi ça me tarabustait cette histoire, donc je suis allée chercher et en fait c'est faux, c'est une chimère, c'est absolument faux. Donc du coup bon voilà, il y a plusieurs linguistes qui ont fait des recherches là-dessus et le mot travail c'est une histoire assez complexe et ça viendrait plutôt en fait d'un ancien mot espagnol qui s'appelle tramrar, je crois, si je le dis bien, et du mot travel anglais, et donc de ce préfixe latin trans, qui du coup signifie en fait le passage d'un état à un autre. Donc avec quand même l'idée effectivement d'obstacle, d'un effort, d'obstacle à franchir, etc. Mais du coup, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'idée de ce passage et donc l'idée d'un mouvement. Alors que dans l'étymologie tripalium, on est complètement figé, immobile. Et donc l'idée de quelque chose qui s'accomplit. Et donc quand on va voir en fait ce que signifie travail dans le grec ancien, donc travail en grec ancien c'est ergon, et ça signifie en fait travail accompli, accomplissement et œuvre. Et du coup, voilà, moi il me semble que, et sachant que le travail c'est un construct social, donc on peut en faire de toute façon tout ce qu'on veut, mais effectivement la fable étymologique dit quelque chose de nos sociétés actuelles où le travail est perçu comme une souffrance très clairement, et qu'on pourrait, à mon avis, il faut vraiment repenser cette notion du travail justement, et c'est ça qui donnerait peut-être sens à l'humain, du côté du faire œuvre en fait, de l'ouvrage et de quelque chose qu'on accomplit dans un mouvement. Je suis en train de... Attends, Michel, 2 secondes, attends. Non, vas-y.
Oui, merci, parce que grâce à ça, tu parles du périple initiatique, en fait. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans un chemin initiatique d'un individu qui va voyager d'une étape à l'autre avec des étapes. Allez hop, je te laisse, Michel, le mot de la fin. D'accord. Mais, moi, je voulais juste dire qu'en fait, mon propre travail est fort lié à ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a attiré vers les communs et le pair à pair, c'est exactement ça. Donc, par rapport à ma propre famille, mon père, par exemple, il était encore heureux de pouvoir travailler. Donc, le simple fait de travailler et qu'il pouvait entretenir sa famille, pour lui, ça donnait sens. Mais moi, pas du tout. Il faut que mon travail ait du sens. Et donc, dans le mode contributif, ce que moi je trouve assez génial quand même, c'est que donc on n'est plus dans la division du travail et on met des gens dans des cases et la plupart des gens font des choses qu'ils n'aiment pas. Par contre, ce qu'on fait en fait, c'est on ouvre donc un espace holoptique, comme on dit dans mon langage, c'est-à-dire où tout le monde peut voir l'œuvre collective et chacun peut librement apporter sa contribution. Euh, et donc construit son identité par rapport aux contributions. Donc c'est bon pour soi, parce qu'on peut s'investir. Il y a une communauté qui construit, donc il y a un groupe qui construit, et il y a le dernier aspect, c'est qu'on construit quelque chose pour la société. Donc il y a 3 niveaux où on peut créer du sens. Et alors, éventuellement, si on a une vision spirituelle, on peut encore aller plus loin. Mais déjà, je trouve que ça, c'est pas mal. Donc, on est en train de construire quelque part, à mon avis, donc une infrastructure qui permet la production de sens, hein, où chacun, donc mais ce qui est très important, c'est qu'il faut d'abord connaître quelque chose, hein. Donc, il faut quand même qu'on a euh, un outillage. Donc, on a des skills, on a des capacités. Donc, il faut des capacités, sinon on n'a rien à contribuer. C'est quand même important. Puis, on est dans la contribution et dans le bien commun. Et donc, ça, je crois que c'est une des choses qui attire dans les idées que je défends. C'est quand même que c'est aussi la production de sens. Alors, je ne sais pas si on a parlé de ça, de transmodernisme, de métamodernité, etc. Je voudrais juste peut-être vite mentionner, enfin moi, c'est quelque chose qui me parle. Donc, c'est-à-dire que il y a une sorte d'évolution de la complexité dans l'histoire, hein. Donc, chasseurs-cueilleurs, agriculture, industrie, cybernétique, cognitive, etc., etc. Et à chacun de ces moments appartient quand même à une sorte de société, hein, une sorte de spiritualité, une sorte de société. Donc, l'environnement, la nature, la société et la forme de pensée, il y a un lien. Il y a un lien certain. Donc, une des grandes idées de Ken Wilber quand il a lancé la philosophie intégrative, c'est la différence entre un mode de conscience qui rejette ce qui vient avant et un mode de conscience qui intègre ce qui vient avant. Et c'est très important. Donc pour lui et pour d'autres auteurs, donc l'idée c'est un peu une sorte de spirale où la société elle évolue de l'individu et le collectif. C'est-à-dire il y a des moments dans l'histoire où l'individu veut se réaliser et ça mène à une sorte d'exagération individualiste. Et puis par réaction, il y a une forme de société qui va se créer, qui est basée sur le sacrifice de l'individu pour quelque chose qui le dépasse. Et puis ça va mener à des exagérations et donc il y a une sorte de spirale qui se développe. Alors chaque fois qu'on développe la spirale, en fait on réagit par rapport à ce qui était avant, mais aussi on problématise ce qui venait avant. Donc typiquement par exemple donc les spiritualités traditionnelles comme hindouisme, bouddhisme, chrétienté, islam vont réprimer le paganisme ou l'intégrer, le soumettre.
En même tout à fait pareillement, la rationalité va essayer d'exterminer la religion. Et l'intégration, c'est le contraire, c'est-à-dire donc se demander en quoi est-ce qu'on peut apprendre des civilisations indigènes qui avaient quand même une sorte d'équilibre avec la nature qu'on a perdu. De quoi on peut apprendre des sociétés traditionnelles qui avaient un savoir communautaire qu'on a perdu. Comment on peut apprendre la modernité qui a quand même développé une connaissance de la nature et de la science. De quoi on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la postmodernité? Et donc, en fait, donc avoir une vision critique mais intégrative par rapport à tout l'apprentissage de l'humanité. Et en tout cas, moi, j'y crois. Et donc, la transmodernité, c'est ça. Donc, c'est une approche qui ne rejette pas, donc qui n'est pas antagoniste par rapport à le passé, mais qui, donc en anglais, transcend and include. Donc, on se pose chaque fois la question, qu'est-ce qu'on doit dépasser, mais qu'est-ce qu'on doit garder? Et ça me paraît toujours très important. Donc, il y a vraiment une polarité conservatrice aussi dans un travail de changement de société. Et donc, se poser la question, qu'est-ce qu'on veut préserver et qu'est-ce qu'on veut changer? Et donc, je vais terminer, hein, Christine. Donc, une partie de mon travail, c'est quand même ça, c'est de retourner dans le passé. Hein. Moi, je crois que c'est important. Je crois que même Edgar Morin en parlait. Hein, je crois qu'il appelait ça rétrométa. Donc, c'est de se réapproprier le passé, pas par nostalgie, mais pour apprendre, pour se relier à toute l'histoire humaine et tout ce processus d'apprentissage qu'on a pu faire pendant des milliers d'années. Et c'est tout à fait opposé à l'idée de tabula rasa, donc de dire on va tout changer, on va tout rejeter et on va recommencer à zéro. Non, sont avec justement un respect pour tout ce qui a été fait, mais dans et réassembler en fait des éléments pour une nouvelle réalité qui correspond au moment d'aujourd'hui et aux besoins d'aujourd'hui, qui sont donc une sorte d'équité sociale et une transformation écologique et une géopolitique qui ne mène pas droit dans le mur. Donc les trois chantiers qui vont déterminer l'ordre social du futur. Merci Michel. Donc je me réfrène de commenter, sinon on va encore ouvrir pendant je ne sais pas combien de temps, donc on va pas. Donc merci Michel, puisque c'était un entretien tous les trois conclusif. Donc merci Emmanuel, merci Michel pour avoir rassemblé de nouvelles choses, mais qui remettent en perspective, qui redonnent du sens à ces conversations qu'on s'est offertes. Peut-être un mot de la fin à Michel et à Emmanuel. En tout cas, merci. Moi, je voulais simplement vous remercier parce que de m'avoir donné du temps et de l'attention et de pouvoir partager mes recherches et cette construction du sens que j'ai pu faire. Et je crois qui, comme je l'ai dit à un moment donné, c'est pas uniquement individuel, c'est une intelligence collective qui s'exprime à travers certaines personnes. Et je crois que c'est un travail important et qui mérite d'être mieux connu. Et donc, je vous remercie de ça, quoi. Ouais. Moi, je vous remercie aussi tous les deux et infiniment, vraiment. Là, j'ai appris plein de choses et ce moment de partage, justement, collectif, déjà entre nous trois, mais aussi évidemment avec tous ceux toutes celles qui nous écouteront. Donc merci d'ailleurs, voilà, à tous ceux qui aussi prendront le temps de nous écouter. Et puis ouais, vraiment infiniment merci. Moi, j'ai passé des moments vraiment vraiment très chouettes et très riches. Moi aussi. Merci beaucoup. C'était très plaisant et très riche. À très bientôt. À très bientôt.